S'il y a bien un service de communication, effectivement, qui a été mis sous pression cette année, depuis février dernier, eh bien, c'est celui des hôpitaux, bien sûr. Être l'interface entre un personnel soignant qui est débordé, qui vit des conditions de travail extrêmement difficiles, et devoir répondre sans cesse à de multiples, des centaines de demandes, d'appels des journalistes, et qui, à travers eux, bien sûr, de l'opinion publique, pour connaître en fait le baromètre, l'état des lieux de l'occupation des lits d'hospitalisation, eh bien, ce ne fut pas une mince affaire, un équilibre difficile à réaliser. Et ce qui était très difficile, c'est que c'est une communication de crise par rapport à un virus qu'on ne connaît pas et que personne ne connaissait, donc on a dû tout apprendre très vite. On aura notre premier cas suspect le 6 mars. Donc jusque-là, on a un peu... même pas la fleur au fusil, je pense qu'on est toujours sur la plage en train de bronzer. Et après, ça va arriver d'un coup, c'est un tsunami qui va vraiment débarquer. Et comme mes collègues le disaient, on ne sait rien de ce virus. Et donc, je me souviens vraiment, les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois, on va tous tâtonner. Je me vois à La Réunion, on dit le premier cas Covid est là. Et autour de la table, quelqu'un dit, écoute... parlons-en demain, n'en parlons pas encore aujourd'hui, comme ça on va gagner un jour, pour la pression, parce qu'il y a déjà assez de pression comme ça, et si on rajoute la pression médiatique, que les professionnels de la santé ne connaissaient pas, avoir des journalistes qui viennent du monde entier pour voir ce qui se passe, ça n'arrive pas fréquemment. Le moment clé, c'est les images de la TV italienne où on voit les camions qui transportent les cercueils à Bergame. Et ça a créé un choc. Je vous jure, on ne se rendait pas compte et à ce moment-là, tout s'est déclenché. Oui, de 1 à 10, mais vous croyez que c'est de 1 à 10, arrive en deuxième vague, quand nous devenons la Lombardie d'Europe, mais à ce moment-là, ce n'est plus de 1 à 10, c'est de 1 à 100. Et donc, de 1 à 10, on était encore content, on pouvait gérer. Ça a été après, mais incroyable, incroyable. On racontera des histoires avec la presse américaine qui débarque. Et pour nous, ça, même quand on a beaucoup d'expérience, c'est quand même quelque chose de particulier. Et je pense qu'inconsciemment, ici, on a voulu dire, mais c'est pas ça, il faut que les gens sachent. Et le seul média qui était capable de le faire, c'était les médias, justement. C'était pas les réseaux sociaux, c'était les journalistes qui pouvaient venir raconter l'histoire. Et donc, on a voulu vous faire rentrer tout de suite, tout le temps. Et c'était pas du sensationnalisme, c'était dire ce qu'il se passe à Bergame, c'était pas ce qui se passait à Liège, mais en tout cas, on n'en était pas loin. Et donc ça, nous devions le dire, et c'est pour ça qu'on a fait rentrer et les journalistes et les photographes. Ceux qui ont vu Bergame, les gens mouraient dans les couloirs, dans les hôpitaux liégeois et belges et européens proches. On ne mourrait pas dans les couloirs. En période de crise, on a encore plus besoin de la presse qu'à d'autres moments. Et plus on avance, plus les réseaux sociaux prennent de l'importance, plus on a besoin de journalistes qui font le travail. Parce que sur les réseaux sociaux, on lit de tout et de n'importe quoi. On s'est retrouvé avec des photos où vous avez un moment des gens qui font des micro-siestes de quelques secondes dans l'ascenseur, parce qu'on en est là, à ce moment-là, quand on est dans cette crise. Tous ces dons, toute cette solidarité, on les voyait. Chez les gens, on disait, mais heureusement qu'ils sont là. Et on en verra plus tard, mais la deuxième vague a été complètement différente. On va être un peu chauvin, mais à Liège, on aime recevoir, on aime aider. Et donc, le bénévolat fait partie de notre ADN, je pense. Et donc, on a eu plus de 600 bénévoles qui sont venus, l'ont fait avec grand plaisir. Et il y en a qui sont toujours là. Mais France 2 s'est déplacé en disant, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des bénévoles qui venaient dans un hôpital en période de crise. Donc, on va venir les filmer. Et oui, il y a de quoi sortir de ces gonds. Et plus encore, vous l'avez dit, les complotistes, on en a eu aussi quand on a commencé à dire qu'il faut se faire vacciner. On a vu tout. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire de manière très caricaturale, depuis que les gens se disent qu'ils vont peut-être avoir besoin d'un certificat de vaccination pour partir en vacances, là, les choses changent. Là, subitement, le vaccin devient quelque chose d'exceptionnel. Donc... Je pense que la pédagogie est peut-être la meilleure arme. J'espère que l'avenir donnera tort aux antivax, mais un vrai antivax, vous ne pourrez pas le convaincre, me semble-t-il. Toutes les procédures qui ont été établies, elles doivent rester quelque part. Et ce qu'on est occupé à faire pour l'instant, c'est un plan d'urgence pandémie avec un virus de ce type-là, évidemment, mais on doit bien sûr structurer tout le travail qui a été fait depuis 1 an, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je crois que la communication doit être sur le rôle de la presse, justement. On n'a jamais eu autant besoin de journalistes que maintenant, de professionnels de l'information, que les réseaux sociaux ne nous offrent pas. Et ça, c'est fondamental.